Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, nous allons aborder une distinction entre le contrôle relationnel et la protection relationnelle. C'est une vidéo qui m'a été inspirée suite à la publication d'un podcast auquel j'ai participé sur l'insatisfaction conjugale. Donc, je vais me permettre ici de rebondir plus en détail sur certaines nuances afin de vous aider à vous forger une idée et peut-être même à vous familiariser avec la distinction entre le contrôle et la protection. Mais avant de rentrer au cœur du sujet, je vous rappelle que le défi Psychoctober, c'est un concept de vidéo qui a une portée éducative. Ça ne remplace pas une psychothérapie. Et je vais faire de la vulgarisation ici, de la vulgarisation tirée des synthèses générales de mon expérience professionnelle, mais également des synthèses des bonnes pratiques généralement reconnues en psychologie. Je ne peux pas faire un relevé exhaustif et c'est à des fins de faciliter l'éducation psychologique que je vais faire ces raccourcis. Mais moi, j'aimerais ça faire un entre guillemets à toutes les fois que je fais une affirmation là, pour vous inviter à faire preuve, on pourrait dire, de scepticisme ou prendre un pas de recul lorsque vous écoutez les informations. Et si, au cours du visionnement, vous avez l'impression que ça ne vous parle pas en tout ce que je suis en train de dire, ça se peut parce que je ne vous parle pas à vous, je parle de en général, nuance importante. Et si vous avez envie d'aller un pas plus loin, vous pouvez me questionner directement en utilisant mon programme Questions confidentielles. Le lien est sur mon site web, je vais le mettre en description. Si vous voulez également aller plus loin via une prise de rendez-vous, vous pouvez me contacter. Toutes mes coordonnées sont sur le site web également. Et je vous invite à rester libre, bien sûr, du visionnement de la vidéo ou à arrêter celle-ci si vous trouvez que les sujets sont trop sensibles. Donc maintenant qu'on a fait un petit mise en contexte protection du public ici. Êtes-vous encore là? Oui, vous êtes encore là. OK, c'est que dans le fond, ça vous intéresse qu'on entre au cœur du sujet. Donc, le contrôle ou la protection de la relation. Dans une société où la liberté individuelle est mise à son summum, est très valorisée, on pourrait dire que le concept de partage des responsabilités s'est vu un peu comme du contrôle. C'est un des éléments qui a beaucoup changé, notamment dans la définition du couple. Moi, lorsque je présente la définition du couple, je mentionne qu'il y a des facteurs individuels et des facteurs sociaux. Donc, les facteurs individuels, c'est un ressenti qui m'attire vers l'autre de manière réciproque, voire exclusive, un désir de partage d'intimité. Et sur le plan social, le couple, c'est souvent vu comme étant une unité sociale qui va partager des responsabilités, certains privilèges, certains droits. Mais dans notre société, le côté, la définition du partage de responsabilités, l'engagement, l'unité sociale du nous a un peu pris le bord. Donc on est dans une société qui valorise beaucoup le feeling personnel, le sentiment de liberté personnelle. Et le thème d'aujourd'hui est spécifiquement conçu pour vous amener à réfléchir sur l'union ou le passage de ces deux éléments. Il est possible parfois qu'une personne se sente libre et parfaitement légitimée d'aller de l'avant avec un comportement, puis le ressenti intérieur valide sa propre opinion. Vous savez d'ailleurs, une opinion, c'est être d'accord avec soi-même. Donc, j'ai une opinion. Donc, c'est pas vraiment un argument très avancé en termes de dialogue ou de persuasion. Ça, j'ai mon opinion. Ça veut juste dire je suis d'accord avec moi-même. Quand on veut aller à la rencontre de l'autre personne, il faut savoir s'ouvrir à l'expérience et partager des connaissances, partager de l'engagement, partager toutes sortes de trucs. Il me semble que c'est de plus en plus difficile, de manière générale dans la société, d'aller vers cet enjeu-là de partage parce qu'aller à la rencontre de l'autre, ça veut dire que je ne vais pas trouver que du beau. Et quand on ne voit pas que du beau dans l'autre personne, on peut avoir tendance à faire non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi ça. Moi, je veux juste du beau. Non, tu sais. Puis là, il y a comme des désenchantements relationnels qui se font très vite sous ce que moi j'appelle la tyrannie du feeling. Donc, parce que mon feeling me dit que je ressens quelque chose qui est très vrai de l'intérieur, les gens vont donner beaucoup de crédit au pouvoir décisionnel de ce côté-là. Puis là, il y a des gens qui vont faire n'importe quoi.
Parce qu'ils se sentent libres. Ils se sentent libres, ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils revendiquent la liberté décisionnelle sur leur vie. Mais c'est parce que quand on entre en relation avec les autres, on ne devrait pas le faire en étant un mini tyran. On devrait le faire en développant notre capacité de partage, notre capacité d'alternance. Moi, j'aime bien dire que la thérapie de couple, c'est comme si c'est une... On va s'occuper de tout le monde dans un vase ici, là, puis le petit pointu de mes pouces, là, ça forme sur qui on va s'occuper. Donc, on va alterner comme ça de qui on s'occupe. On va s'occuper de tout le monde, mais peut-être pas en même temps. C'est essentiellement un des principes de la communication. Savoir alterner. Qui prend la parole pour être l'émetteur et qui prend le rôle de récepteur. C'est une job en soi. C'est très difficile, bien écouter. C'est pas de la passivité, c'est un engagement et de la curiosité, des questions d'approfondissement, savoir suspendre son désir personnel de prendre la parole pour l'instant, mais dans pas long, on va pouvoir alterner les rôles. Mais quand il est question de la distinction entre le contrôle et la protection de la relation, si on n'a pas fait un bout de chemin là-dessus, là, sur la distinction entre la prise de rôle, la tyrannie du feeling, l'importance de savoir se partager avec les autres, la diffusion de la responsabilité versus la différenciation, c'est plein de thèmes et de réflexions qui sont super importantes pour pouvoir être bien avec les autres. Et moi, je remarque que, de manière générale, les gens aiment la liberté, mais ils aiment la liberté relative. C'est-à-dire qu'ils veulent se sentir libres. Parce que si tu dis à une personne, ah ouais, tu veux te sentir libre? Ben donc, je te dois plus rien. Vas-y, pars. Fais tes choses de ton bord. Puis là, la personne va dire, ben non, moi, en fait, je veux me sentir libre de faire ce que je veux, mais je veux maintenir certains privilèges que j'avais avant. Là, tout d'un coup, pour avoir les privilèges, ça devient négociable. Donc là, je vais essayer de vous définir un petit peu plus précisément ce que j'entends par contrôle. Je vais vous définir également ce que j'entends par protection. Donc, le contrôle, ça serait un désir d'appropriation. C'est comme un peu un maître envers son objet. C'est à moi ça. Ça serait du contrôle. Il y a des gens qui vont essayer de s'approprier d'autres personnes. Hein. Ils vont traiter leur conjointe comme étant un objet à leur service. On pourrait même dire que le contrôle, c'est lié à la restriction. Puis c'est un appauvrissement du champ d'expérience de plus en plus, parce que la personne, elle contrôle l'individu, elle décide sur l'autre. On n'est pas loin d'une dynamique de pouvoir dans laquelle il y a un maître justement sur une personne qui perd son pouvoir de plus en plus. Pour sa part, le concept de protection, lui, on pourrait dire que c'est lié au désir de préserver ce qui est précieux et ce qui est rare. Ça serait lié à un cadre et à des limites saines. Donc là, ici, on a une notion de perception de contrôle comme de la personne sur un objet, puis on a le concept de protection qui vise à préserver la précieuseté. J'espère que ça vous commence à différencier un peu les deux concepts. Là, on va faire une mise en contexte. Admettons un couple dans lequel un des deux partenaires, puis là je ne veux pas genrer, je ne veux pas mettre un sexe spécifique sur ça, un des deux partenaires dit à l'autre, moi je me sens pas bien quand tu vas faire telle activité avec telle autre personne, parce que je sais que cette personne-là essaye de te séduire et voudrait être en couple avec toi. Puis je veux te dire que je me sens mal. Pourrais-tu essayer de limiter tes interactions avec cette personne-là? Oh, OK. Le commentaire que je viens de faire, est-ce du contrôle ou est-ce de la protection? Petit temps de réflexion. Selon moi, c'est de la protection et non pas du contrôle. Pourquoi? Vous pourrez revenir en arrière si vous voulez l'écouter à nouveau, plus en détail. Mais c'est qu'il y a eu un partage. La personne dit, je me sens mal. Donc, elle commence par faire un partage de elle, ce qu'elle vit. Je me sens mal quand toi, donc là, mise en relation, mais c'est ici le centre principal, je te partage quelque chose que tu ne sais pas. Moi, je me sens mal quand toi, tu fais ça avec l'autre personne. Et moi, je perçois la possibilité que cette personne-là parte avec ce que je trouve précieux pour moi. Là. Est-ce que c'est du contrôle ou de la protection? Moi, je pense encore que c'est de la protection.
Parce qu'il n'était pas question de restreindre l'autre personne. Il était question de l'informer. Puis même si c'est pas à l'autre personne d'être responsable de l'insécurité ou du doute de la personne qui éprouvait son malaise, là on va revenir à la notion de est-ce qu'on a une identité commune? Est-ce que dans nos choix, on est capable de dire ouais, j'écoute ton argumentaire, puis c'est vrai que l'autre personne avec qui je vais faire l'activité, c'est vrai qu'il essaie de me flirter, c'est vrai qu'il veut faire l'amour avec moi, c'est vrai qu'il voudrait qu'on soit ensemble, c'est vrai qu'à quelque part, c'est un peu comme une attaque potentielle de notre relation. Ouais, peut-être. Je vais y penser. Oh, OK. Donc là, il y aurait une espèce d'alliance, une bonne communication entre des personnes qui feraient ça. Mais si c'était du contrôle puis que c'était très malsain, je vous refais un scénario similaire, mais maintenant, cette fois-ci, je l'ancre dans du contrôle, de la restriction. OK. La personne, elle ne parle pas d'elle. Elle dit tu ne vas pas aller à ton activité avec cette personne-là. Il n'est pas question que tu t'habilles comme ça quand tu vas avec l'activité. Il n'est pas question, je veux pas que tu ailles là avec cette personne. Tu la verras plus jamais, cette personne-là. Tu vas me sortir ça de ta vie, c'est fini ta relation. Donc ça, comprenez-vous la nuance entre, tu sais, je me sens mal parce que je voudrais pas te perdre. C'est bien différent de tu feras plus jamais ça. Est-ce que présentement ça vous semble vraiment clair la distinction entre contrôle et protection? Ben, dans la construction d'une identité commune, là, dans la création d'un nous, il n'y a pas juste deux je qui alternent, il y a aussi un nous. Bon, ben, le nous, on va examiner maintenant quels sont les efforts ou les transactions qui sont mis en place pour protéger ce nous-là. Puis oui, des fois, il y a des gens qui disent ben moi, j'ai donné tout ce que j'ai pu dans ce couple-là, puis l'autre abuse de quand moi, je mets des ressources dans le nous, l'autre, il abuse des ressources, là, puis il n'en met jamais, lui, de son bord, ou il ne met pas il met pas dans le nous des bonnes sortes de ressources que moi, j'aime, alors que peut-être une autre personne le ferait. Puis là, bien sûr, c'est à vous de dire si le lien qui vous unit avec cette personne-là, c'est vous qui allez devoir faire un examen sur est-ce que ça me satisfait? Est-ce que je veux continuer mon bout de chemin avec cette personne-là? C'est pas moi comme psychologue qui est en mesure de vous dire ça, là. Moi, j'essaie juste de vous partager des balises descriptives. Mais il ne faudrait pas systématiquement interpréter le désir de protection en disant, tu sais, moi, je trouve que tu mets en danger notre relation si tu t'en vas là-bas avec l'autre personne, là. Je comprends que tu me demandes de te faire confiance, mais je trouve que c'est sensible, là. Moi, je sais que cette personne-là tripe sur toi. Donc, partager son inquiétude, c'est bien différent de faire subir son inquiétude. Puis essentiellement, ça fait partie des grands apprentissages qu'on va apprendre quand on plonge à l'intérieur de nous, qu'on fait de l'apprentissage sur la communication bienveillante ou la communication non violente. Ça ne veut pas dire de ne pas éprouver de doute. Ça ne veut pas dire de ne pas éprouver d'insécurité. Ça ne veut pas dire non plus de laisser tout faire sous prétexte que, ben quoi, on est libre d'être dans une société. Pour partager quelque chose d'intime avec quelqu'un, il faut savoir faire une sélection de partenaires. Puis il y a toutes sortes de choix, hein, il y a toutes sortes de règles, il y a toutes sortes de choses. Et c'est justement ça qui va être important de clarifier dans une relation saine. C'est normal qu'une relation soit challengée, qu'elle soit mise au défi. Est-ce que la relation va exploser au premier défi? Est-ce qu'il faut accepter des blessures de la relation parce qu'on ne veut pas restreindre l'autre personne? Non, non, je ne veux pas te contrôler. Ou est-ce que mettre en place des règles va aider à protéger la relation? C'est des choses qu'il va falloir réfléchir si on veut tisser un lien de confiance profond avec quelqu'un. Vous savez, les règles, avoir un cadre, ça fait partie des habiletés parentales. Ici, là, on est dans un peu d'un registre similaire à l'alliance du couple, dans le sens où il y a quelqu'un qui va prendre une responsabilité sur quelqu'un d'autre, mais là, plutôt que ça soit partagé et sur le même pied d'égalité, quoique beaucoup de couples asymétriques aussi, mais dans la relation du parent à l'enfant, c'est le parent qui doit bien décider pour l'enfant. Idéalement, le parent même, il connaît mieux
les besoins de l'enfant que l'enfant lui-même. Parce que l'enfant, il a à apprendre. OK, telle tension veut dire tel besoin. OK, quand je me sens comme ça, c'est tel... Il faut qu'il le reçoive de quelqu'un qui va le valider, qui va l'accompagner. Il y a plusieurs bases de parentalité positive qui sont excellentes là-dedans pour aider les personnes à apprendre la validation affective. Mais une fois que c'est fait la validation affective, peut-être que l'enfant, lui, il va contester les règles. Est-ce qu'on va le laisser faire? Probablement que le parent va dire non, il y a des limites. Bon, mais la capacité à établir un cadre, des limites, une routine prévisible, cohérente, respectueuse, ben, c'est extrêmement important. Moi, quand j'évalue les habiletés parentales des gens, j'essaie de me prononcer sur 3 critères. Ou à tout le moins, je leur explique des choses sur les habiletés parentales. Je dis, le parent doit bien connaître les besoins à travers tous les multiples bruits, diversions, tentations, potentialités, autres trucs. La deuxième compétence parentale, c'est est-ce que le parent est chaleureux? Es-tu capable de témoigner d'amour, de bienveillance, de chaleur affective? Et troisième compétence, est-ce que le parent est en mesure de mettre en place un cadre, une routine et des conséquences qui sont contingents et contigus? C'est quoi ça veut dire, ça, contingent et contigu? Ça veut dire des conséquences qui fitent avec les manquements de respect du cadre. De manière plus simple, on pourrait dire que si un enfant vole quelque chose dans un dépanneur, ben, le parent ne l'enverra pas dans un camp de concentration pour 2 ans. Vous voyez, c'est extrême l'exemple que je vous donne. Ben, parfois, il y a des parents qui vont donner des conséquences disproportionnées à une faute et également qui vont donner des conséquences qui ne sont pas immédiates. C'est pour ça qu'on dit contingent et contigu. Ça veut dire maintenant et de manière cohérente. Mais dans un couple, maintenant, si on revient à ça, connaître les 3 habiletés qu'on va dire relationnelles maintenant, ça va vous aider à faire le tri sur est-ce que vous êtes dans une relation de contrôle ou une relation de protection. Parce qu'il est possible que les 2 personnes dans leur vie, les 2 adultes, éprouvent des insécurités, éprouvent des blessures, des tentations, mais est-ce que chacun a une saine capacité d'autorégulation? Puis quand il y en a un qui tombe là, dans ses blessures intérieures, ses patterns, ses répétitions, l'autre, est-ce qu'il peut le protéger? Est-ce qu'il peut dire à l'autre personne « Hey, 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 tu es en train de blesser notre relation, là, c'est précieux notre relation, là. Dépasse pas la ligne, là, parce qu'il n'y aura peut-être pas de retour si tu dépasses. Là. Est-ce de la protection ou du contrôle? Ben, ça va être si la personne est tombée elle aussi dans ses insécurités, ses angoisses, ou si elle essaye de monter par-dessus l'autre en étant un tyran, ben là, on voit que c'est pas bien arrimé. Mais si la personne reste sur un palier égalitaire pendant que l'autre tombe, ou essaie de monter par-dessus, ben là, peut-être qu'on va pouvoir recadrer un peu les choses de manière sécure. Mais s'il y a 2 personnes qui tombent, on peut dire les mêmes mots, puis ça va être comme 2 enfants qui s'entre-attaquent puis qui s'entre-blessent. Il n'y a pas d'adulte responsable sur place. Ou 2 personnes qui escaladent en même temps, qui veulent avoir raison. Ils peuvent s'entretuer jusqu'à tomber ensuite en bas de la montagne. C'est pas évident, quand on est dans notre blessure, se souvenir que l'autre personne là, qui est en train de me ramener à l'ordre, il essaye de me protéger, puis il essaye de protéger quelque chose de précieux, le nous, notre unité sociale, notre relation, notre noyau familial. Une des choses que les gens ont souvent peur quand ils viennent en thérapie de couple, c'est qu'ils se disent, ben, si on va en thérapie de couple, on va se séparer. Je pense que cette peur-là est peut-être exagérée par rapport à la réalité de ce qu'on voit dans la clinique, mais elle existe quand même. C'est qu'il y a des gens qui ne vont jamais discuter de ce qui se passe dans leur relation de couple, puis c'est tellement tendu, ils font un couple de convenance, que là, il y a tellement de non-dits que pour pouvoir respirer là-dedans, il y a des gens qui vont se faire des permissions, des libertés en cachette. Fait que là, c'est là qu'il y a des trahisons, des infidélités, des non-respects d'entente qui s'étaient faites les uns les autres, des mensonges. Mais c'est parce que peut-être que les gens n'ont jamais appris comment on fait pour ouvrir. Comment on fait pour se parler pour de vrai? Est-ce qu'on a tissé une relation amoureuse parce que « Wow, je te trouvais tellement beau! » Puis là, la tyrannie du feeling a fait fusionner 2 personnes ensemble.
Puis là, oh, on est pris ensemble. Puis là, oh, qu'est-ce qui se passe? Poup! Il y a même des enfants qui sortent de ça. Ben on va rester ensemble. Puis là, un jour, les gens sont plus capables de s'endurer. Ils n'ont jamais parlé des règles de la vie commune. Puis là, ils se déchirent. Fait que parfois, moi, je reçois des gens en consultation qui ont fait ça. Puis là, je leur propose de regarder en dessous. Je les aide à s'ouvrir progressivement. Puis là, ils regardent pour la première fois les règles de constitution d'une relation de couple saine. Puis là, ils disent « Ah! Moi, je n'avais jamais pensé à ça, cette affaire-là, puis je veux pas être avec toi. » Puis là, ils se découvrent pour de vrai les uns les autres. Puis ils découvrent aussi qu'ils ne veulent plus s'endurer. Mais l'inverse est également possible. Il y a des gens que quand on leur permet de faire ça d'une place sécuritaire, ils retombent en amour ensemble. Puis ils disent « Wow! Je savais pas que c'était aussi simple, quelque part, se redonner une poignée de main pour continuer ensemble. Puis on a juste besoin d'ajuster certaines affaires. » Donc, il y a un gros travail à faire sur les processus individuels de sécurisation pour pouvoir ensuite partager de la sécurisation ensemble. Le couple, c'est un noyau qui est tellement proche que ça va vous forcer à mettre en évidence votre degré de maturité individuelle, personnelle. Moi, j'aime bien dire qu'on peut aller aussi loin avec les autres que ce qu'on est capable d'aller à l'intérieur de soi. Puis là, il faut s'entraîner des deux côtés. Parce qu'il y a des gens qui vont passer de « je donnais tout à l'autre » à « je me referme puis je ressens tout sur moi ». L'idée du partage, ça va être une compétence, hein, puis ça peut prendre des mois, des années à prendre ces choses-là. Mais sachez que c'est possible, puis ça ne veut pas dire systématiquement séparation. On peut parfois recadrer une personne, un couple, un enfant, un employé, un boss, une personne avec qui on travaille pour lui dire, rappeler que, hey, c'est précieux ce qu'on est en train de faire là. J'aimerais ça que tu le scrapes pas. Pourrais-tu, s'il te plaît, te souvenir que c'est précieux ce qu'on travaille ensemble? Donc, comme vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire que faut systématiquement restreindre les gens. Mais dans une optique de réflexion, il faut savoir vivre du plaisir, de l'agréabilité ensemble, mais il faut savoir également aussi passer à travers des périodes difficiles. Puis si, dans une société de liberté individuelle, on pense que systématiquement, quand l'autre me met des limites, ça veut dire du contrôle, puis que je ne suis pas en mesure de me souvenir que, hey, des fois, moi des fois, je dépasse les limites. Là. Fait que ça serait bien d'avoir quelqu'un qui connaît mieux que moi les limites dans ce temps-là. Puis là, on protège quelque chose de précieux. Dans un monde de survie, hein, qui est plus exigeant que ce qu'on a présentement, on pourrait dire que c'était un climat qui favorisait le maintien des liens sociaux, parce qu'on est plus fort ensemble. Mais aujourd'hui, dans notre société, on est capable de créer de l'abondance en individuel. Donc peut-être que ça a contribué à libérer beaucoup de personnes de la tyrannie du pouvoir que d'autres personnes avaient sur eux. Puis je vois ça encore en thérapie, là. Je vois plein de gens qui, après séparation, se font abuser par leur ancien partenaire qui a une espèce de pouvoir coercitif sur eux, puis qui met de la pression financière, de la pression morale, de l'intimidation, du harcèlement. Donc ça, c'est du contrôle, là. C'est de la restriction, là. On n'est pas du tout dans la protection ici. Même si on demandait au contrôlant, toi, es-tu en train de contrôler ton ex ou tu es en train de protéger les réminiscences restantes de votre relation? Il va dire, moi, je protège mon compte de banque, puis je protège mes intérêts. Mais non, c'est peut-être du contrôle restrictif contre l'autre personne. Dans un désir de protection, on va reconnaître qu'il y a quelque chose de précieux. On peut monter le ton, mais probablement que ça n'ira pas jusqu'au dérapage, violence. Malheureusement, il y a des gens qui vont perdre de vue la ligne entre les deux, des gens qui étaient bien alignés dans le désir de protection de la relation, qui partagent leurs limites à l'autre personne. Puis là, l'autre personne dit, ben ok, j'accuse réception de ton désir de protection du couple, mais moi, je vais quand même aller être infidèle avec telle autre personne. Puis là, la personne est blessée, mais elle se maintient elle-même dans la relation. Puis l'autre personne revient, dit, bon, ben là, je retourne encore une fois. Elle dit, ouais, mais moi, ça me fait de la peine quand tu fais ça. Pourrais-tu ne pas. Puis la personne, il retourne encore, dit, non, moi, je vais être encore infidèle, je veux une autre relation avec une autre personne.
Donc là, s'il y a une multiplication ici là, du non-respect du partage qui est fait, peut-être que la personne va pouvoir se rendre compte qu'elle était seule dans son désir de partage, de protection. Puis malheureusement, je vois également des options parfois en thérapie de gens qui, étant seuls dans leur désir de protection de la relation, devant le fait de partager, ils persistent à expliquer à l'autre que ça leur a fait mal, ils persistent à essayer de continuer, mais quand la réponse de l'autre personne est claire, puis qu'on continue de faire quelque chose qui est inadéquat, bien, on n'est plus dans la persistance, on est dans l'insistance. Puis une personne qui insiste, on est proche du harcèlement. Ça veut dire qu'il y a des harceleurs contrôlants, mais qu'il y a également des harceleurs qui se justifient eux-mêmes sous un désir affiché de protection, mais qui en réalité sont dans l'insistance. Fait que ça va être super important de regarder qu'est-ce qui se passe pour de vrai dans la relation. Quels sont les leviers de pouvoir qui sont mis en place dans la relation? Est-ce que ça se passe dans un climat sécuritaire? Est-ce que tous les deux ont ont le même désir de protection de la relation? Ont-ils la même direction commune pour bâtir quelque chose encore ensemble? Sont-ils capables de s'endurer ensemble? Bien, toutes ces choses-là, c'est des éléments importants à évaluer. Et il ne faudrait pas systématiquement penser que rappeler un cadre dans une relation, ça voudrait dire contrôle. Ça voudrait dire restriction, violence, pouvoir coercitif. Moi, quand je travaille avec des institutions externes qui font des protections de la famille, mais parfois je vois ça, hein, des intervenants qui interprètent des limites mises en place comme étant du contrôle. Mais parfois, c'est pour protéger. Il y a des membres d'un couple parfois qui sont instables, puis qui ont besoin d'avoir un partenaire qui les protège d'eux-mêmes. Puis parfois, ça repose sur une alliance fonctionnelle adéquate. À d'autres moments, le même comportement peut être dans une dynamique de violence malsaine. Donc, ce n'est pas tant le comportement même qui va décider que le regard sur c'est quoi le pilote intérieur qui est en train de mettre en place le comportement. C'est difficile à saisir, je peux bien comprendre pour beaucoup de gens, hein, parce qu'il faut savoir non seulement observer les détails de ce qui se passe autour, mais également observer à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est en train de se passer, quelles sont mes angoisses, mes limites, mes aspirations, mes peurs, mes doutes, mes blessures, pour essayer d'entrer en relation avec l'autre le mieux possible. C'est difficile à réfléchir. Mais malheureusement, je pense je dis malheureusement parce que je vois des conséquences catastrophiques chez beaucoup de gens qui, dès que le conjointe ou un membre de leur famille leur met une limite, ils prennent ça comme étant une insulte totale, un désir de contrôle, puis ça les renforce encore plus dans la légitimation de briser le nous. Donc, je crois que d'une certaine manière, il y a des gens qui se séparent pour de très bonnes raisons. Je crois qu'il y a des gens qui se séparent pas et qui auraient tout intérêt à le faire parce qu'ils sont pris dans un cycle de violence. Mais je crois aussi qu'il y a des gens qui peuvent mettre fin à une relation précieuse de manière hâtive, qui aurait pu être protégée. Mais quand on n'a pas d'exemples nombreux autour de nous dans la société de comment on fait pour protéger notre relation de couple, je peux comprendre que la tentation, c'est peut-être d'écouter nos amis, puis si on se tourne vers un ami et on dit, tu sais, il me dit que j'avais pas le droit de faire ça l'autre jour, l'autre, son ami va dire, va prendre parti pour son ami de manière sympathique, il va dire, ben voyons, tu devrais pas accepter ça. Ah, d'accord. Puis là, les gens mettent fin à la relation en raison de conseils sympathiques et non pas en fonction de conseils empathiques. L'empathie, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la souffrance qui crée du discernement. Alors que la sympathie, c'est ah, tu tombes dans le trou, je descends dans le trou avec toi. Puis on est tout proche après ça de l'antipathie. Je voulais pas être dans le trou finalement, c'est de ta faute. Ah, accusation. Donc sympathie, antipathie, là, c'est des mécanismes de push and pull là, typiques des réflexes de survie, réflexes d'attachement. L'empathie, parfois, les membres de notre famille ne sont pas en mesure de nous le donner, nos proches non plus, nos amis non plus, nos collègues non plus. C'est pour ça qu'aller consulter un professionnel de la santé, parfois, ça peut être
la seule manière d'aller vous chercher une empreinte là, de discernement qui a suffisamment de perspective pour vous équiper d'un sentiment de sécurité. On est où dans le temps? Bon. Ça vous parle-tu? Là, je voudrais savoir, en commentaire, vous là, est-ce que vous faites une franche distinction entre le contrôle restrictif et la protection adéquate? Dites-moi ça en commentaire et si vous acceptez de nous partager des exemples de détails de comment vous faites la différence entre les deux, je pense que ça pourrait inspirer toute la communauté des gens qui vont regarder la vidéo, également regarder dans l'espace public en commentaire. Bien sûr, ce n'est pas une incitation à faire du dévoilement sur vous de manière excessive. Étant donné qu'on est sur un espace public, peut-être qu'on pourra enrichir tout ça dans un esprit de bonne communauté, justice sociale, partage, intégration. Sur ces sages paroles, en tout cas que j'espère sage, mais que c'est pas garanti, c'est les clics j'aime qui vont me le dire si c'était sage. C'était le Dr Paul Simard, psychologue, et on se dit à demain pour la suite du Psychoctober.